Les rives de la Deûle, au sud de l'île. Malika Delannoy est une mère meurtrie. Il y a 3 mois, le corps de son fils a été retrouvé ici, noyé dans le canal. Je viens souvent ici regarder, mais... je peux pas faire le travail de la justice. Il n'y a aucune sécurité. Il n'y a rien. Donc toute personne peut venir ici, faire un crime, et puis voilà. Le 15 décembre dernier, Yolan, le cadet de la famille, 17 ans, dit à sa mère qu'il sort faire un tour. Il est 22h30. Il habite à quelques centaines de mètres de la Deûle. J'ai envoyé un seul message à minuit 30, en lui disant minuit 30 environ. Donc il rentre. Et mon message n'est pas parti. Et là, j'ai eu comme une boule au ventre. Je me suis levé, j'ai dit à mon fils, il est arrivé quelque chose à Yolan. Faut qu'on va voir. 1 mois et demi après sa disparition, un passant remarque un corps qui flotte à la surface. Il faudra plusieurs jours pour l'identifier. Et pour confirmer à sa mère que Yolan est mort. Car Malika n'est pas la seule maman à avoir perdu son enfant dans la Deûle. Le drame de Yolan fait ressurgir les fantômes qui hantent cette rivière canalisée qui traverse la métropole lilloise. Souvent, le matin, la brume s'y incruste longtemps, dans une ambiance inquiétante. Chaque nouveau corps retrouvé ravive la psychose qui s'était installée en 2011. À l'époque, 5 noyades mortelles en 1 an, toutes mystérieuses, et toutes au milieu de la nuit. John William Sani, 33 ans. Il disparaît le 7 octobre 2010 après une soirée passée entre amis. Thomas Ducrot, 26 ans. Il faisait la fête dans le Vieux-Lille avant de disparaître dans la nuit du 5 février 2011. 15 jours plus tard, Jean Mériadec disparaît après avoir fêté ses 22 ans avec ses amis lillois. En septembre, la police repêche le corps de Lloyd Andrieux, un jeune étudiant en communication âgé de 19 ans. 2 mois plus tard, on retrouve le corps d'Hervé Ribarzik, un musicien de 42 ans, disparu après avoir donné un concert dans un bar de la ville. Les morts sont tous des hommes, plutôt jeunes. Ils sortaient tous de soirées arrosées et tous se promenaient seuls, souvent pour rentrer chez eux. Le canal de la Deûle n'était pas sur leur route. Aucun n'avait de raison particulière pour s'en approcher. Face à la peur qui s'empare de la ville, la police dit prendre l'affaire très au sérieux. Mais très vite, elle conclut à des accidents. J'ai demandé au service de police de multiplier les patrouilles le long de la Deûle, qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Mais la psychose s'est installée. On craint un tueur en série. La presse s'emballe. Et les Lillois prennent l'habitude d'éviter la Deûle en fin de soirée. Pour la police, l'affaire est classée. Aucun indice ne permet de parler de meurtre. Mais des écoutes téléphoniques en 2017 vont relancer l'enquête. Des membres d'un groupuscule néo-nazi se vantent d'avoir tué dans la région lilloise. Aujourd'hui, les familles des victimes dénoncent des lacunes dans l'enquête. Ces derniers mois, plusieurs Lillois ont porté plainte affirmant qu'on avait tenté de les pousser le soir dans le canal. La peur va-t-elle revenir sur la ville ? En 2011, quand la psychose éclate, Roger Vico se trouve sur les lieux à chaque terrible découverte. À cette époque, il est adjoint au maire, en charge de la sécurité de la ville. L'angoisse était renforcée par le fait qu'on n'avait pas de réponse, on n'avait pas d'explication. On ne savait pas, on savait juste qu'on était dans une espèce de série terriblement noire, sans réponse, sans explication. Et donc effectivement, c'était très anxiogène. Plus vous expliquez qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter, qu'il n'y a pas une meute de pousseurs qui viennent assassiner les jeunes au bord de la Deûle, eh bien plus vous donnez l'impression d'essayer de cacher des choses, c'est toujours un peu la même chose. Avec les rumeurs, c'est terrible. L'impression qu'on leur a caché des choses, que l'enquête aurait pu être menée avec plus de rigueur, voire même qu'elle aurait été bâclée, c'est le sentiment que partagent la plupart des proches des victimes. Mon petit loulou quand il était bébé. Nous avons rencontré Julie, la sœur de Thomas Ducrot, le deuxième disparu. Son frère était âgé de 26 ans. Après une soirée dans un bar du Vieux-Lille,
Son groupe d'amis décide de sortir en discothèque, mais lui préfère rentrer. Il est fortement alcoolisé. Ses amis le laissent repartir tout seul, à pied. Pour la police, il n'y a pas de mystère. C'est un banal accident. Ça les arrangeait bien qu'il y ait un fort taux d'alcoolémie et de stupéfiants. Ça a étayé la thèse de l'accident. Et ça permettait de clôturer des affaires rapidement. Je pense que si on avait retrouvé des coups sur 1, 2, 3 personnes, l'enquête aurait été plus poussée. Là, il n'y avait pas de preuves, il n'y avait pas de marque. On conclut à la thèse de l'accident. On peut clôturer, on passe à autre chose. D'un point de vue image de marque pour la ville, c'était beaucoup plus facile. Le corps de Thomas a été retrouvé dans le canal en plein centre-ville de Lille. Le lendemain matin, le procureur vient déjà rassurer la presse en évoquant un accident. L'autopsie réalisée hier soir a conclu à une mort par noyade. Il n'y avait sur le corps aucune trace de violence. Maintenant, des analyses toxicologiques vont être faites pour déterminer s'il y avait de l'alcool ou d'autres produits dans le corps de la victime. Même si son frère s'est noyé, la sœur de Thomas n'a jamais cru à la thèse de l'accident. Pour moi, on peut contraindre quelqu'un à sauter sans forcément le frapper ou lui faire du mal avec un couteau ou quoi que ce soit. Il suffit simplement de lui dire tu sautes ou on te plante ou on te met une balle dans la tête. La personne, naturellement, va le faire. 3 jours plus tard, un autre corps est retrouvé au même endroit. Pour les Lillois, la thèse de l'accident ne tient plus. Ils organisent une marche blanche le long du canal. Ils ont fait des mauvaises rencontres et c'est tout sauf des essais accidentels pour nous. Je pense qu'il doit y avoir quelqu'un qui rôde et voilà, quelqu'un qui pousse les jeunes dans l'eau. La police ou la justice lilloise n'ont pas souhaité répondre à nos questions. L'affaire des disparus de la Deûle reste sensible, presque tabou dans la ville. Jean-Claude Menot est le seul à prendre la parole car il est aujourd'hui retraité. En 2011, il était le patron de la police dans le Nord. Et pour lui, il n'y a eu aucun manquement. L'enquête a été bien menée. Je pense que les enquêtes ont été bien faites, sauf que dans une enquête, il faut avoir des éléments qui permettent d'orienter l'enquête. Or, quand on n'en a pas, on n'en a pas. Et considérons que, en tout cas, pour aujourd'hui, c'est la thèse accidentelle qui prévaut, sauf démonstration contraire. Alors, en 2014, l'enquête sur les disparus de la Deûle est classée. On explique aux familles que leur enfant, que leur frère, que leur conjoint est probablement tombé seul dans le canal, voire qu'il se serait suicidé. Ce sont des écoutes téléphoniques, l'année dernière, sans aucun lien avec les disparus de la Deûle, qui relancent aujourd'hui l'affaire. Un clan d'ultra-droite, les loups blancs, est surveillé par les autorités. Lors d'une conversation, le leader de ces loups blancs, Jérémy Mourin, raconte que pour s'imposer dans ce groupuscule néo-nazi, il a dû tuer un homme. Et il ajoute « pourvu que le juge n'aille pas chercher trop loin dans ma période lilloise ». La justice fait alors le lien avec la mort de Hervé Rybarczyk. Hervé Rybarczyk est un musicien de 42 ans. Le soir de sa disparition, le 11 novembre 2011, il donne un concert avec son groupe de punk rock dans un bar lillois. Les images de l'événement sont les dernières que nous ayons de lui. Vers 2h du matin, la soirée est terminée. Le chanteur du groupe propose à son guitariste de le ramener en voiture, mais il refuse. Sa petite amie habite dans le centre de Lille. Il a bu, alors il décide de la rejoindre à pied, au milieu de la nuit. Hervé ne rejoindra jamais sa petite amie. Son corps sera retrouvé 10 jours plus tard dans la Deûle. Cette fois, la police rapidement conclut au suicide. Un journaliste lillois, Gilles Durand, décide de reprendre l'enquête. Il écrit un livre sur les disparus de la Deûle. Et lors d'une séance de dédicace, une rencontre va relancer l'affaire. J'ai eu la surprise de voir arriver quelqu'un un jour qui m'a dit vous mettez en cause l'accident, la thèse accidentelle et la thèse de suicide sur Hervé Rybarczyk. Elle me dit vous avez raison
Parce que sur ce cas-là, moi je peux vous dire qu'il n'est pas tombé tout seul. Et là, forcément, on dit qu'est-ce qui se passe, il y a une caméra cachée, enfin je regarde. Et le gars me dit non, mais vous inquiétez pas, vous ne saurez pas qui je suis, je ne vous donnerai pas mon nom. Par contre, je peux vous raconter certains éléments qui vous permettront d'enquêter. Il me donne donc 3 noms. Il me dit voilà, je vous donne 3 personnes qui font partie du mouvement ultra-droite. Enquêtez sur ces gens-là et vous verrez, vous allez retrouver des choses. Et moi, je peux vous dire qu'ils sont liés à cette affaire d'Hervé Rybarczyk. Ces 3 noms sont liés au groupuscule des Loups Blancs. Ce clan néo-nazi, dont de nombreux membres ont déjà été condamnés, se dit adepte de la violence bête et méchante. Violence contre les homosexuels, violence contre les étrangers, violence contre les artistes un peu anarchistes comme Hervé Rybarczyk, qu'ils ont croisé le soir de sa mort. On sait qu'il y a eu une altercation entre Hervé Rybarczyk et ces 3 personnes à la sortie d'un bar, que ces 3 personnes, visiblement, donc, l'ont aspergé de gaz lacrymogène. Et après, elles disent que voilà, elles sont parties, elles l'ont laissé comme ça. C'est pas l'avis de la gendarmerie qui, elle, effectivement, considère qu'il y a plus d'éléments pour les mettre en cause. La police est donc dessaisie au profit de la gendarmerie. Les proches d'Hervé, eux, ont toujours eu l'intime conviction qu'il n'avait pas mis fin à ses jours. C'est le cas de Vincent, qui a joué dans un groupe avec lui. Cette nouvelle enquête pourrait enfin lui donner raison. Imagine la douleur. On t'annonce un suicide et quelques années passent. T'as toujours du mal à l'accepter parce que dans ta tête, c'est pas vrai. Il y avait un truc qui collait pas. On n'a pas trouvé le quoi. Quand t'arrives à une telle haine, c'est invraisemblable. Ouf, ça m'effraie, moi, je sais pas. Le cas d'Hervé Rybarczyk redonne de l'espoir aux familles des autres victimes de la Deule. L'ultra-droite pourrait-elle être impliquée dans les autres noyades? Pour le moment, la justice refuse de lier les dossiers des morts de 2011. Malika, elle, se bat désormais pour faire avancer l'enquête. La justice ne lui a toujours pas rendu la dépouille de son fils, Yolan, mort à 17 ans. La police scientifique cherche toujours des indices sur le corps qui a passé 1 mois et demi dans l'eau. Pour sa maman, il ne peut pas s'agir d'un accident. Moi, je ne doute pas du meurtre de mon fils, non. Mon fils a bien été assassiné, sûr, certaine de moi. Mon instinct de mère, que j'ai ressenti ce jour-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Oui, mon fils a été tué. Comme tant d'autres. Au moins 3 corps ont été retrouvés dans le canal ces 6 derniers mois. Alors les familles des victimes espèrent que cette nouvelle enquête leur apportera cette fois des réponses. Tout le monde espère un procès. Tout le monde espère que la Deule, enfin, livrera tous ses secrets.